Stéphane Vial est docteur en philosophie de l'Université Paris-Descartes et maître de conférences en design à l'Université de Nîmes, où il est responsable de la licence Arts appliqués et chercheur à l'Institut ACT et Université Paris Panthéon-Sorbonne, dans l'équipe sémiotique des arts et du design, où il est co-responsable du groupe de recherche Project. Ses recherches révèlent de la philosophie du numérique et de l'épistémologie du design. Il est auteur de plusieurs livres dont L'être et l'écran, comment le numérique change la perception, PUF, hors collection 2013, et Court traité du design, PUF 2010, réédité par Quadrige 2014. Et donc, merci d'être avec nous et je vous donne la parole. Merci beaucoup de votre invitation, merci de votre accueil. Je suis très heureux de revenir à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous pouvez parler bien. Il faut que je parle un peu plus près, bien sûr. Merci, désolé. Non, ça va. Donc je disais que je me réjouis de revenir ici à l'université Jean Moulin Lyon 3 où j'ai été étudiant autrefois en philosophie. Bien. Alors, le colloque s'intitule « Vivre parmi les écrans ». J'ai publié l'an dernier un ouvrage qui s'appelle « L'être et l'écran » que vous avez eu la gentillesse de rappeler, je vous remercie. Alors, je vais essayer de vous présenter, en me fondant sur les grandes lignes de ce livre, quelques idées qui me semblent pouvoir nourrir les discussions et les réflexions au sein de ce colloque. Voilà, je précise simplement que j'ai une formation initiale en philosophie, mais que désormais j'ai migré, je suis dans le domaine du design, et donc je vais essayer d'articuler une réflexion théorique à ancrage philosophique à des perspectives, sur la fin de ma présentation, des perspectives pratiques liées à des exemples de projets, de designers, de concepteurs numériques, qui pourraient aussi donner du relief à nos échanges. Alors, vivre parmi les interfaces, c'est plutôt de cela dont je vais parler. Pourquoi ? Parce que j'ai lu dans l'argumentaire du colloque, bien évidemment, que l'écran pouvait se prendre lors de ces journées dans de multiples sens. Ici, je parlerai seulement des écrans interactifs qui se trouvent dans nos appareils numériques. Donc, je ne parlerai pas tellement de l'écran comme image ou display, mais comme manifestation visible du phénomène numérique, et donc je parlerai peut-être plus de percevoir que de voir, même si les deux sont liés. Alors je vais procéder en 3 temps, en essayant de respecter le temps global qui est imparti. Le premier temps, c'est un ensemble de réflexions sur les relations entre technique et perception, de manière plus large, sans particulièrement me centrer sur le numérique dans un premier temps, et où il va s'agir de s'interroger un peu sur ce que c'est que vivre parmi les artefacts, ou plus généralement parmi les techniques. Alors j'aurai un point de vue phénoménologique, je me permets juste un petit rappel simple, vous connaissez tout cela très bien. La phénoménologie de la technique, c'est une branche, on peut dire, de la phénoménologie qui envisage la technique comme un phénomène, au sens propre du terme. Phaino en grec, c'est apparaître. Donc comme une réalité qui apparaît, qui s'offre à la perception vécue. De qui ? De l'homme, du sujet, de l'usager. En design, l'homme ou le sujet, on l'appelle l'usager. Bien. Alors, je me fonde en vérité sur des références philosophiques déjà classiques pour aborder cette relation entre technique et perception. Ce terrain n'est pas vierge. Bachelard en a très bien parlé à travers la notion qu'il a forgée de phénoménotechnique. Pour la comprendre en quelques mots, on peut se reporter au début de la physique moderne, de la microphysique du XXe siècle, dont Bachelard est familier. Que nous disent les scientifiques de cette époque ? À propos de ce phénomène qu'est l'atome. L'atome, c'est une hypothèse théorique au début des années 1900-1910. Il ne devient un phénomène qui apparaît comme observable qu'à partir des années 30, où on construit des appareils pour le faire apparaître. Ces appareils sont les accélérateurs de particules, vous savez, dans lesquels on fait tourner à très très grande vitesse des particules qui s'entrechoquent, dont on observe les réactions qui se produisent au moment de ces chocs. Et donc on observe, même si c'était une échelle infinitésimale, en quelque sorte, ou microscopique, ou même au-delà du microscope peut-être. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette notion, c'est l'idée que
Comme le dit Bachelard, la science atomique moderne n'est pas seulement une description de phénomènes. Le travail du scientifique, c'est pas seulement décrire, c'est construire les phénomènes et les construire, les produire avec des techniques qui les font émerger. Bachelard disait notamment que les phénomènes apparaissent quand on branche les appareils. On arrive au laboratoire de physique, on branche les appareils et là, des phénomènes apparaissent, même si on ne les perçoit qu'indirectement par la médiation de ces techniques. Alors moi, j'en ai tiré une conséquence générale. Puisque ce que dit Bachelard sur la phénoménalité, la capacité d'apparaître, je crois qu'on peut l'étendre à tous les phénomènes, et pas le réserver aux phénomènes atomiques, aux phénomènes scientifiques. Parce que dans cette réflexion de Bachelard, il y a une leçon finalement qui nous est donnée, que la technique a une sorte de pouvoir qui serait d'engendrer la phénoménalité, c'est-à-dire de rendre possible l'apparition. On le voit bien avec cette question des accélérateurs de particules. Et la possibilité d'apparaître, eh bien, nous le savons, est souvent confondue avec la possibilité d'apparaître comme réel, puisque bien souvent nous confondons ce qui est réel avec ce qui est visible. On pourrait refaire l'histoire de cette problématique de Platon à Matrix, et on verrait que c'est assez subtil. Alors, ça m'amène, un exemple en image pour simplement illustrer ce que je dis là. Des techniques différentes qui ont des propriétés matérielles différentes, eh bien, engendrent des perceptions différentes, avec des qualités perceptives différentes, et donc ce qu'Heidegger appelait un être au monde différent, une manière d'être au monde, d'être présent au monde et de le percevoir. Évidemment, si nous faisions ce colloque à la bougie, nous ne vivrions pas tout à fait la même qualité d'expérience que si nous le faisions à l'ampoule à incandescence d'Edison que nous voyons là, ou encore par d'autres voies. Donc on voit bien, c'est intuitif, c'est banal ce que je dis là, que les diverses techniques qui nous entourent engendrent des phénomènes perceptifs qui leur sont propres. Bien. Petit rappel, justement à propos de l'électricité, pour souligner que ce n'est pas seulement une affaire de perception, mais d'être au monde. La fée électricité, c'est ce tableau qui a été commandé à Raoul Dufy en 1937 pour mettre en image la révolution sociale de l'électricité dans les familles, dans les villes, dans les foyers au début du XXe siècle. Je crois qu'on ne peut pas imaginer, nous, le sentiment de magie qu'ont dû ressentir les gens à cette époque-là. Peut-être comme celui que, parfois, certains ressentent avec le numérique aujourd'hui. Mais on voit bien que là, cette technique a engendré une manière de se sentir présent au monde, présent aux autres, selon la lumière et l'ensemble des services liés à l'électricité qui étaient offerts. Bon. Alors, je me suis permis, en reprenant un terme qui est employé que 2 fois par Mircea Eliade dans Le Sacré et le Profane, ontophanie, je me suis permis d'essayer d'utiliser ce mot pour qualifier finalement ce qu'on peut appeler une phénoménotechnique généralisée. Une phénoménotechnique généralisée, c'est ce que j'essaie de défendre, c'est l'idée que tous les phénomènes, pas seulement les phénomènes de la science, engendre de la phénoménalité, engendre un rapport qualitatif, perceptif particulier entre le sujet et l'objet, en quelque sorte. Donc il y aurait une sorte de technicité fondamentale de l'apparaître. Apparaître serait lié à des facteurs techniques. Donc percevoir serait lié à des facteurs techniques. Donc percevoir ne serait pas un acte aussi naturel qu'il y paraît. Et c'est ça que j'appelle l'ontophanie, ontos, l'être, phaino, apparaître, l'apparition de l'être, l'apparition des choses, des gens, des visages, des objets, des paysages, des villes, des êtres humains, tout ce qui frappe notre conscience au sens de la phénoménologie, est influencé par des facteurs techniques. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé d'envisager les techniques comme des sortes de matrices ontophaniques, comme des moules, comme si les artefacts moulaient nos perceptions et engendrait une certaine qualité d'expérience de vie ou d'existence qui dépend justement de la qualité de ces techniques. Donc les techniques ne sont pas seulement des outils, on le sait depuis Simondon, on le sait depuis bien d'autres penseurs qui ont montré que la vision instrumentaliste de la technique était ridiculement réductrice. Et j'essaye, moi, par le biais de la phénoménologie, d'autres le font par d'autres biais, de montrer qu'il y a une richesse et une complexité dans la technique, que la technique, c'est pas seulement le monde de la matière, c'est le monde de l'esprit avant tout. Et dans le sens où notre rapport perceptif au monde, dans sa complexité, passe à travers ce que nous avons l'habitude dans la tradition occidentale de mépriser sous le nom d'objets matériels, techniques, etc. Donc il y aurait comme ça une sorte d'effet de matrice, de moulage de nos perceptions,
par les techniques. C'est pour ça que je crois que l'expression très en vogue de digital natives, les natifs du numérique, a quelque chose d'intéressant au-delà des débats qui l'entourent, parce qu'on peut la généraliser et défendre l'idée que nous sommes tous des technological natives. Nous sommes tous natifs de quelque chose, natifs du téléphone, natifs de la radio, natifs de la télévision, natifs du chemin de fer. Et j'essaie de défendre cette idée que être au monde, c'est, sans faire trop de jeux de mots, c'est tech-naître au monde, c'est-à-dire que c'est naître au sens où le monde naît à notre perception, à travers les artefacts. Être, c'est tech-naître en permanence, dans la mesure où chaque génération apprend à percevoir avec les artefacts qui l'entourent. Je crois que c'est pour ça que nous sommes tellement nostalgiques des objets de notre enfance. C'est que ce n'est pas seulement des objets qui ont marqué nos émotions, ce sont des objets à travers lesquels nous avons appris à percevoir. Je crois que la perception, ça s'apprend, pas seulement au sens neurologique, là je ne me place pas de ce point de vue. Je crois que la perception, c'est un phénomène socio-culturalo-technique qui s'apprend selon le contexte socio-culturel de l'époque dans laquelle on vit. Et c'est pour ça qu'être natif du numérique ou natif d'autre chose, ça a du sens phénoménologiquement parlant. Alors on pourrait relire, et je vais le faire très vite, toute l'histoire des techniques avec cette grille d'analyse. Et parler, pourquoi pas, d'ontophanie shift, comme pour parodier un peu ou pas pasticher Thomas Kuhn et son paradigme shift, c'est-à-dire de changement d'ontophanie à travers les époques. Pour ça, il faut se doter d'une grille de lecture historique. La mienne est celle de Bertrand Gilles, l'histoire des systèmes techniques. Et à travers les grands systèmes techniques de l'époque, eh bien, on peut déceler à chaque renouvellement ou changement d'un système technique, eh bien, on peut déceler un changement d'ontophanie qui l'accompagne à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que nous modifions nos techniques fondamentales, par exemple la Renaissance, c'est le mécanisme de bois, force de l'eau, la première révolution industrielle, c'est la vapeur, le charbon, le métal, puis l'électricité, le moteur, puis maintenant le numérique. Bon. Et bien à chaque fois que nous changeons de technique fondamentale, ces techniques qui font système, qui font qu'il y a des systèmes techniques dans l'histoire, eh bien nos structures perceptives se renouvellent en même temps. Et donc notre manière d'être présent au monde, la qualité perceptive de notre présence au monde également change. Quelques images pour illustrer ça très vite de manière un peu concrète et intuitive. Ça, c'est une image dont je me sers pour essayer d'illustrer ce que Lewis Mumford appelle l'éotechnie, c'est-à-dire l'âge de la technique qui était fondé sur le bois et l'eau. Donc, moi, j'appelle ça l'ontophanie éotechnique. Voilà, emblématique de la Renaissance. On est là dans une scène de présence à la nature, où les techniques ne sont pas très intrusives. C'est l'eau, le bois, matériaux vivants. Je vous rappelle que nous sommes faits à 75% d'eau. Donc là, on se sent en continuité charnelle avec la nature dans ce type de système technique. Et donc la manière dont nous percevons le ciel et l'ensemble des êtres qui nous entourent est influencée par ces perceptions qui viennent de ce milieu technique-là. Si on change d'époque, regardons ici, la première ontophanie mécanisée, celle de la première révolution industrielle, la vapeur, le charbon, le métal. Là, je suis, mettons que je suis ouvrier, pensons à Germinal, à Zola, je suis baigné toute la journée par l'odeur du métal, le charbon, par la vapeur, le train qui siffle à l'horizon. Et donc, je reçois une infinité de perceptions en provenance d'un nouveau système technique qui donc influence ma manière de percevoir, structure ma manière de percevoir, y compris la perception des êtres naturels. On y reviendra avec des exemples sur le numérique tout à l'heure. Je passe un peu vite, l'âge de l'électricité et du moteur, qui engendre encore une nouvelle manière d'être présent au monde, ou, commençons à entrer dans le sujet, l'âge du numérique, ça, on pourrait appeler ça la première ontophanie numérique, c'est celle des années 80-90, c'est celle du poste de travail. C'est-à-dire, nous avons connu l'informatique pendant longtemps sous la forme du poste de travail, comme le disent encore certains logiciels de nos machines. C'est-à-dire assis à un bureau, etc. Et le ciel, eh bien, c'est celui qu'on voit là, que vous reconnaissez sûrement. Ça, c'est le fond d'écran de Windows XP, par défaut. Et où finalement, le ciel et les êtres naturels, on a tendance à les observer un peu moins et à en faire un peu moins l'expérience parce qu'on est happé par son écran, n'est-ce pas? Mais on sait que c'est déjà une image obsolète, puisque ça, c'est l'image de l'ontophanie numérique actuelle, où au lieu que cela nous enferme dans un bureau, sur un écran, avec un poste de travail posé sur un meuble informatique,
comme on les appelle, et qui n'ont plus beaucoup d'avenir maintenant, eh bien, l'informatique ambiante, l'informatique ubiquitaire, pervasive, comme on voudra l'appeler, nous permet d'inventer de bien d'autres usages, et comme dans cette scène, pourquoi pas retrouver un contact un peu charnel avec la nature, tout en étant sur son écran. Alors, qu'est-ce qui ressort comme idée de cette petite lecture de l'histoire? Eh bien, c'est que les systèmes techniques, tels que Bertrand Gilles a pu les analyser, on peut, en reprenant la notion de milieu, qui a été beaucoup employée depuis Simondon pour qualifier les techniques, y compris beaucoup par Bernard Stiegler, qui en reparlera certainement tout à l'heure, on peut peut-être qualifier les systèmes techniques de milieux techno-perceptifs, hein, dans la perspective phénoménologique qui est la mienne ici. Et sans trop saturer de références, on peut se référer à cette notion de Jacob von Exkull, l'Umwelt en allemand, le monde propre, le monde sensoriel propre. Ça vient de l'éthologie animale. Vous savez que les abeilles ne perçoivent pas tout à fait les mêmes choses que nous, puisqu'elles voient les ultraviolets, ou une catégorie d'ultraviolets. Bon, c'est ça un Umwelt, elles ont un monde propre, un monde sensoriel propre. Alors, de même, les faucons, je crois, voient à 3 km dans la nuit. Donc, forcément, ils n'ont pas le même environnement sensoriel. Mais là, je suis centré très sur la perception au sens de la sensation. Ce que je veux plus dire là, c'est au sens de la perception par la conscience, phénoménologiquement parlant. C'est souligner, voilà, que tous ces systèmes techniques nous baignent en quelque sorte. J'aime bien cette métaphore du bain, qui est une autre façon de parler d'Umwelt ou de milieu. Nous baignons dans un ensemble de perceptions qui sont datées historiquement par les artefacts avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous avons grandi aussi. Et donc, pour reprendre un petit peu une formule de Bachelard, ou paraphraser un peu Bachelard, on pourrait dire que la patte du monde au sens presque de la nausée de Sartre, hein, la manière dont on ressent la présence de l'être, eh bien, elle est déterminée par les dispositifs techniques avec lesquels nous vivons. Voilà. Alors c'est pour ça, je crois, on pourrait tirer plein de petites conséquences sur lesquelles je vais passer plus vite pour garder du temps pour autre chose, mais on pourrait régler on pourrait envisager un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui différemment avec cette approche. Par exemple, la fracture numérique générationnelle. L'expérience montre qu'elle existe de moins en moins parce que, par exemple, les seniors, avec les écrans tactiles, deviennent très très habiles et même très friands d'interaction avec ces objets. Mais surtout, je crois que si on considère que être, c'est tech-naître, comme on l'a vu, que nous sommes tous natifs d'une technologie, eh bien, c'est pas tellement étonnant qu'on reste attaché aux technologies avec lesquelles nous avons grandi, avec lesquelles on a grandi, parce que ce sont celles qui nous ont appris à percevoir le monde. Et donc, s'appareiller à de nouvelles technologies, pourquoi c'est compliqué qu'on soit finalement jeune ou vieux, parce qu'à vrai dire, on sait que les plus jeunes ne sont pas toujours aussi à l'aise qu'on croit avec le numérique, mais c'est s'appareiller à de nouvelles technologies, c'est renégocier son rapport perceptif avec le monde. Donc c'est énorme, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a ceux qui sont enclins à le faire, qu'on appelle souvent les geeks, et ceux qui demeurent parfois réticents parce qu'ils se sentent mieux appareillés au monde avec des artefacts d'une génération ou d'une autre génération ou d'une autre période qui par ailleurs perdurent puisque tous les artefacts s'accumulent, se superposent, etc. Voilà. Alors, on pourrait aussi s'articuler à des courants internationaux comme la post-phénoménologie américaine, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je passe. On pourrait souligner que ce que je développe là a quelque chose de transcendantal, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des structures de la perception qui sont a priori, que c'est comme Kant disait que nous percevons dans l'espace et dans le temps, oui, mais ce qui s'ajoute a priori à nos perceptions, c'est pas seulement de l'espace et du temps, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est de la culture technique, il y a de la culture technique qui structure a priori nos perceptions. Donc moi j'appelle, dans un jargon un peu abstrait, cette approche phénoménologique particulière que je développe, une phénoménologie techno-transcendantale. Voilà, ça c'était la première partie, un petit peu difficile peut-être, un petit peu abstraite, difficile à résumer en tout cas. Donc je vais maintenant aborder un peu plus en particulier l'époque qui est la nôtre finalement, et l'ontophanie numérique, c'est-à-dire la manière dont l'être apparaît aujourd'hui dans le système technique contemporain, que moi j'appelle, avec d'autres, le système technique numérique. C'est-à-dire, c'est plus la vapeur, le charbon, le métal, c'est l'informatique, l'électronique, le réseau. Partout où on retrouve ces trois ingrédients, on est dans le système technique numérique. L'informatique,
c'est les algorithmes, le code, jusqu'au big data et tout ce que vous voulez. L'électronique, c'est les composants matériels, les serveurs et autres, les cartes mères et tout ce que vous voudrez. Et puis le réseau, eh bien, c'est les connexions. Et quand on a ces trois éléments, les composants, les algorithmes et les connexions, eh bien, on est dans un nouveau système technique qui est en train de s'imposer partout, comme nous le savons. Et là, vivre parmi les écrans, ça devient vivre parmi les interfaces. Alors, je crois qu'il est important de souligner que, justement, nous avons subi un traumatisme. Le numérique a été un trauma phénoménologique. J'ai fait beaucoup de psychoclinique autrefois et de psychanalyse, donc j'importe ici le concept de traumatisme dans la phénoménologie pour souligner qu'il n'y a pas que des traumatismes affectifs ou psychologiques, nous vivons aussi des traumatismes perceptifs. Et je crois que le numérique a introduit en nous un choc perceptif très violent qui nous a obligés, dans un premier temps, pour nous défendre contre ce choc, pour l'absorber, à construire toute une théorie pour nous en défendre, pour essayer tenter de lui donner du sens, et c'est ça que nous avons appelé le virtuel. J'ai beaucoup critiqué cette notion dans des articles récents, y compris dans le livre qui a été cité déjà, pour montrer que cette notion ne convient plus pour qualifier ce que nous vivons. Et elle ne convient tellement plus que, désormais, la distinction entre soi-disant réel et virtuel, dont nous savons bien en philosophie combien elle n'a pas de sens, puisque nous savons bien que depuis Aristote, le virtuel ne s'oppose pas au réel, etc. Deleuze l'a redit, je vais un peu vite, mais je le souligne au passage. Nous savons bien que cette distinction n'a pas de fondement philosophique. Et il se trouve qu'elle n'en a pas non plus, en fait, dans l'observation du quotidien, puisque cette manière qu'on a eue d'imaginer qu'il y avait deux mondes séparés, que nous avions un deuxième moi, comme disait Sherry Turkle en 84, qu'il y avait même, comme le dit le site web du même nom, même si c'est un jeu immersif en ligne qui a le droit d'exister par ailleurs, que nous avons une seconde vie, eh bien maintenant nous commençons à remettre tout cela en cause. Mais ce que nous remettons en cause, ce n'est rien moins qu'une métaphysique ordinaire. Nous faisons tous de la métaphysique lorsque nous croyons à l'existence du réel et virtuel. Nous sommes des néo-platoniciens, avec le monde réel qui serait hors des écrans, et puis le monde des écrans, celui de la caverne. Un monde qui serait physique, l'autre qui serait pas physique, comme si le numérique n'était pas physique. Je crois qu'un jour Bernard Stiegler avait dit que le numérique est un état de matière. J'aime bien cette idée, parce que ça nous rappelle que le numérique est complètement physique. Qui serait soi-disant coupé du corps. À la fin des années 90, beaucoup de chercheurs mettaient l'accent là-dessus, le numérique nous couperait du corps. C'est vrai que le numérique bouleverse et modifie l'expérience du corps. Pas sûr qu'il l'élimine. Et donc je passe un peu vite, mais ce qu'il s'agit ici de dénoncer, c'est ce que maintenant de jeunes sociologues américains comme Nathan Jorgensen appellent le dualisme numérique. Une façon finalement assez commode de qualifier cette croyance. C'est une croyance. Elle n'est pas démontrée, elle se démontre de moins en moins. Le contraire se démontre de plus en plus. Cette croyance donc en deux mondes. L'un serait virtuel ou numérique ou en ligne, ou connecté, ou sur écran. Et l'autre serait réel, physique, hors ligne, hors écran. Ça se manifeste dans plein de situations de la vie quotidienne. Oh, mon enfant qui est sur l'écran toute la journée, il vaudrait mieux qu'il aille taper dans un ballon avec son corps. Très certainement, et là bien sûr je caricature avec un peu d'humour, très certainement il faudrait nuancer et compliquer le problème de savoir ce qu'il faut faire aux enfants, qui est aujourd'hui un enjeu difficile, mais je dis ça avec humour pour souligner qu'on a tendance un petit peu très vite à faire de ce dualisme. Il y a virtuel, réel, numérique, physique, en ligne, hors ligne, bon, mauvais, quoi. Il y a le vrai, puis il y a le vrai et le faux. Il y a le vrai monde et le faux monde. Et ça, c'est une illusion totale. Ça a été très bien illustré par Matrix, qui était très platonicien comme film, en 99. Mais voilà, le virtuel est mort, parce qu'aujourd'hui, l'informatique ambiante, l'informatique pervasive, ubiquitaire, celle des terminaux mobiles connectés, nous montre que cette distinction ne fonctionne plus. En 98, je venais de finir mes études de philosophie ici, à Lyon 3, j'étais jeune prof, et nous découvrions, surtout nous en philo, Internet, quoi. Et j'ai un collègue qui se crée une adresse email, et il choisit, intéressant dans la sémantique des emails, celle-ci, cyberprof@voila.fr. C'était l'époque de l'anonymat, on avait l'impression qu'en s'envoyant des emails, on allait passer dans la 4e dimension. Oui, il existe des emails, des courriers électroniques. Ah bon ? Et à l'époque, c'était un peu bouleversant.
perceptivement parlant. C'est ça que j'appelle un traumatisme phénoménologique. Mais aujourd'hui, les emails, c'est la routine, c'est la banalité, c'est même la lourdeur du travail, du monde professionnel, de la saturation des courriels. Il y a 20 ans, 15 ans, on était anonyme sur les réseaux. Aujourd'hui, hélas, avec l'exploitation de nos données personnelles, nous sommes au contraire très personnalisés, très identifiés. Donc on voit bien que déjà en 20 ans, ce choc perceptif du numérique, nous l'absorbons. Certaines choses se banalisent, c'est-à-dire se naturalisent, ne nous inquiètent plus. Il n'y a plus de panique morale sur l'email. Aucun parent sur les plateaux télévisés se plaint de l'influence néfaste de l'email sur ses enfants. En revanche, on a raison de s'en plaindre dans le monde du travail parce que, effectivement, la saturation des emails et leur nombre croissant à l'infini pose des questions. Je ne veux pas, bien sûr, ici paraître, par des traits d'humour, négliger cet aspect. Mais vous voyez, ce que j'essaie de souligner, c'est cette idée qu'un changement perceptif se produit. Alors voilà, peut-être que l'ontophanie numérique, c'est ça, c'est un retour au monisme, plus de du dualisme, mais un retour au monisme. Le réel est un, le réel, il est numérique et non numérique. À vrai dire, je n'ai pas trouvé mieux que non numérique pour qualifier ce qui ne l'est pas. Parce que sinon, on tombe sur immatériel, virtuel, etc. Et ça ne colle pas. Eh bien voilà, nous vivons dans un environnement techno-perceptif, un Umwelt, un bain, un milieu qui est hybride. Il est numérique et non numérique, il est en ligne et hors ligne, il est sur écran et hors écran, en permanence. On ne peut plus faire la différence. Pendant les débats sur le mariage pour tous, vous comme moi peut-être, avez eu cette expérience de débattre avec des amis sur Facebook et hors Facebook. La conversation commence d'un côté, elle se poursuit de l'autre. Parfois on fait un SMS à quelqu'un, on poursuit sur Facebook, on continue par téléphone, on termine la conversation au bar, on finit ensuite par email. Enfin, vous voyez, cette hybridation constante montre que tout cela ne fonctionne plus. Alors il faudrait, et je suppose que je vais manquer de temps pour cela, il faudrait que je développe un petit peu, je vais en citer quelques-unes, les grandes caractéristiques, bon ça va, je vois que j'ai un peu de temps, ça me rassure, les grandes caractéristiques de l'ontophanie numérique telles que j'essaie de les décrire. Parce que c'est là où je crois que je vais arriver à montrer un petit peu ce que je défends et la manière dont ça s'applique aujourd'hui. Là, j'ai essayé de décrire des catégories phénoménologiques, c'est-à-dire des propriétés du numérique en tant que nous les percevons. Alors il y a à la fois quelque chose d'objectif dans certaines de ces propriétés, qui appartiennent aux objets numériques, indépendamment du sujet qui les perçoit. Mais il y a aussi des choses, on va le voir, qui sont extrêmement liées à la manière dont le sujet reçoit, par la perception, ce monde numérique. Alors, quelques premiers éléments. La nominalité, eh bien, vous connaissez cette distinction de Kant reprise par Bachelard à propos des phénomènes microphysiques, pour qualifier le fait que ce qui est de l'ordre du noumen, c'est ce qui est inaccessible à la perception. Mais le numérique, c'est d'abord quelque chose qui ne se perçoit pas. Ça se passe à l'échelle mathématique de l'information calculée, l'échelle nouménale, qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il a fallu inventer. Alors à cette échelle, il y a du programme. Le numérique, c'est d'abord des êtres de raison, du calcul, de la computation, pour être plus précis. Mais il a fallu inventer des interfaces, des intermédiaires pour nous permettre de l'exploiter, cette matière numérique. C'est facile d'exploiter le bois. Et je veux dire, on le manipule avec les mains. On ne manipule pas les 0 et les 1 comme ça. Il faut des interfaces. Et les écrans font partie des interfaces. Et les interfaces, eh bien, elles sont conçues par des designers qu'on appelle depuis les années 80, depuis Bill Moggridge, que vous voyez ici, décédé récemment, l'inventeur de l'écran rabat de tous nos ordinateurs portables, celui qui a été embarqué en 85 dans la navette Discovery, qu'on voit en image ici, le grid compass. Eh bien, les designers essayent de travailler sur cette expérience interactive que nous vivons. Et ils ne sont pas, contrairement aux préjugés ambiants, soumis uniquement au marketing. Les designers ont une ambition philosophique. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour m'en rendre compte. Et ils essayent de construire des expériences de vie de meilleure qualité. Nous y reviendrons. Alors ces interfaces, elles ont tout de même de la virtualité. Mais cette fois-ci, au sens informatique du terme. Quand même, ce mot virtuel, il a un sens en informatique. Il veut dire informatiquement simulé. La métaphore du bureau, la corbeille, les dossiers, les fenêtres, tout ça, ce sont des représentations dites virtuelles de certains processus qui nous permettent d'utiliser l'ordinateur. On n'a pas besoin d'écrire une ligne de code pour supprimer un fichier, on le fait glisser dans la corbeille. Plus intéressant en termes d'expérience. Bon, je passe un peu vite. La versatilité, c'est l'idée que la matière numérique, elle bug. Et là, on commence à entrer dans la dimension un peu plus phénoménologique. Elle bug depuis 1947. Elle bug depuis toujours. 1947, premier cas avéré de bug. Ça bug tout le temps. C'est consubstantiel.
Parfois, si vous avez comme moi un iPhone, vous recevez un appel, vous essayez de décrocher en faisant glisser comme ça, avec le petit geste sur l'écran. Mais ça ne décroche pas, ça vous est peut-être déjà arrivé. L'appel, alors on raccroche, puis on recommence, puis ça marche. C'est comme en menuiserie, des fois on plante un clou, puis il ne se plante pas, il se tord. Je crois que la matière numérique, c'est qu'une matière, mais elle a des caractéristiques un peu particulières, et du coup notre perception en subit les conséquences. Par exemple, nous sommes contraints d'accepter l'instabilité. Beaucoup plus qu'avec d'autres artefacts. Avec le numérique, on sait que ça peut être instable. Ça peut bugger, on peut perdre toutes ses données, par exemple. Ça peut ne pas marcher du premier coup, alors on prend un peu plus de temps. Avant un colloque, on vient à l'avance, on vérifie que ces slides vont fonctionner, tout ça. Et donc, on s'habitue à percevoir de l'instabilité. Bon, je ne développe pas trop le réseau, ça a été assez dit. La réticularité, c'est une des propriétés du numérique, qui, bien sûr, nous met notamment en relation. Mais un exemple, ça c'est le premier téléphone. Ou l'un des premiers, à vrai dire, je ne suis pas complètement sûr de la source de mon image. Premier téléphone, les années 1880, Graham Bell, etc. Là aussi, il y a une dimension phénoménologique et perceptive, parce que j'ai retrouvé un témoignage fascinant. Dans les années 1890, la comtesse de Pange, qui raconte son enfance dans une autobiographie qu'elle a publiée en 1960, en fait, c'est la sœur du physicien Louis de Broglie. Et dans les années 1890, le téléphone, c'est un peu comme Twitter aujourd'hui et les gadgets d'aujourd'hui, quoi. Je ne suggère pas que Twitter est un gadget, soit dit entre parenthèses. Mais seules les familles aisées de l'époque peuvent se payer le téléphone. Alors elle raconte, on installe le téléphone dans le manoir familial, puis personne ne sait pas trop comment s'en servir de ce truc. Donc la mère essuie les miasmes après chaque appel, elle a peur des microbes. On décroche pas parce que ça se fait pas, on va pas non plus aller décrocher dès que ça sonne, on n'est pas un domestique, donc c'est le domestique qui décroche. Et puis quand on est un jeune homme qu'on veut appeler une jeune femme, on ne peut pas l'appeler directement, on passe par ses parents, tout, etc., ça se fait pas. Et tout le monde s'essaye au téléphone, dans la famille, raconte la comtesse de Pange, sauf la grand-mère. Fracture générationnelle ontophonique. La grand-mère dit qu'elle ne veut pas toucher cet appareil parce qu'elle déteste, je cite, c'est le témoignage exact, elle déteste cette manière de se parler sans se voir. Elle déteste ça, elle ne veut pas y toucher. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous communiquons sans nous parler, sans nous voir sur Twitter. Remarquez, avec Skype et la vidéo, Internet, on se revoit aussi. Mais ça, c'est l'exemple type d'un choc ontophonique, d'un traumatisme technoperceptif. Voilà un appareil, le téléphone, qui introduit une nouveauté perceptive qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, la possibilité d'entendre la voix sans voir le visage. Ça n'a pas été possible avant. Voilà une perception nouvelle, induite par un artefact. Ça, c'est un exemple qui illustre très bien ce que j'appelle, en faisant un jeu de mots, l'autrui-phanie, c'est-à-dire la manière dont autrui nous apparaît, et dans la mesure où elle est déterminée techniquement. Bon, je passe un peu vite. La matière numérique, il faudrait que je développe, a d'autres propriétés intéressantes qui posent plein d'autres problèmes, comme la reproductibilité instantanée. Ben oui, toute la question du téléchargement légal ou illégal vient de cette petite mais énorme possibilité de cette matière, c'est que tout se duplique en une seconde. Pensons à Gutenberg. Si Gutenberg pouvait voir qu'en une seconde, on reproduit la Bible en 1000 exemplaires, ou en quelques secondes, vous envoyez un email à 500 destinataires, vous mettez la Bible en PDF dedans, vous la reproduisez 500 fois. Je pense que ça serait difficile pour lui, sur le coup, quand on pense au labeur de la typographie ancienne. Alors je passe, parce que c'est trop long. La réversibilité, en revanche, c'est intéressant. C'est le fait qu'on peut tout annuler. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça nous donne une perception illusoire. C'est-à-dire que ça nous fait croire que tout est réversible. Et or, nous savons que l'univers est soumis à l'entropie, qu'il est soumis à l'irréversibilité, que nous allons, hélas, mourir, que cela est irréversible, le monde physique est irréversible. Eh bien, dans le numérique, tout est réversible. On annule, on vient d'écrire 10 pages, CTRL-Z, on retrouve tout, pomme Z, comme vous voulez. Dans les jeux vidéo, on reprend la partie. On vient de détourer une chevelure dans Photoshop, etc. Tout ce qu'on fait, on le retrouve. Un jour, dans une conférence, j'explique cette propriété, et une maman me dit, mais l'autre jour, mon fils a fait une bêtise, il s'approche de moi et il me dit « Maman, CTRL-Z ». Eh bien là, on vérifie dans cet exemple assez savoureux cette idée de bain technoperceptif, c'est-à-dire que nos perceptions, même du monde non numérique, sont structurées par des perceptions qui viennent du monde numérique, même si déjà monde, j'aime pas parce que ça rejoint le dualisme, mais bon, appelons-le ainsi.
Et donc, c'est une manière de vérifier un peu cette idée. Alors, je passe sur d'autres exemples. La matière numérique est fluide, elle est ludogène, elle stimule l'attitude ludique. Même les chats jouent avec les iPads, comme on le voit ici. Allez sur YouTube, les chats sur les iPads et les tablettes, il y en a tant qu'on veut. C'est assez surprenant. Alors voilà, être natif du numérique, ça a du sens phénoménologiquement parlant, puisque c'est la manière dont nous naissons au monde et à la perception de celui-ci. Une image très courante aujourd'hui, bonjour à papy sur Skype. Mais les enfants qui disent bonjour à papy ou à mamie sur Skype, ils n'auront pas l'impression demain que papy il était irréel sur Skype, c'était le faux papy. Ils vivent dans le monisme numérique, dans le monisme du monde contemporain, de l'informatique ambiante. Donc, j'espère ici avoir montré que cette métaphysique dualiste ne tient pas la route et que la perception même des êtres et des choses à l'époque numérique est désormais bouleversée. Alors, je terminerai, j'en ferai une conclusion puisque le temps me manque, puisque je travaille maintenant dans le monde des designers, par quelques exemples de projets de design récents qui soulignent que les designers, eux, qui n'ont pas peur de l'avenir, et même si c'est un raccourci, je trouve que c'est, en tout cas dans mon vécu personnel, et je l'assume comme un vécu personnel, je trouve que les philosophes que j'ai beaucoup fréquentés sont souvent inquiets de l'avenir. Et ils ont raison de l'être, parce qu'il faut être prudent. Mais les designers, eux, ils sont complètement passionnés par l'avenir. Ils sont très confiants dans ce qui peut se passer, parce qu'ils pensent qu'on peut le fabriquer, cet avenir. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les designers d'aujourd'hui? Eh bien, ils nous inventent des objets qui ne sont pas du tout dualistes. Je vais vous donner 4 exemples très rapides. Les jouets vidéo. Je ne dis pas les jeux vidéo, je dis les jouets vidéo. Il y a du monisme numérique dans les jouets vidéo. Si nous citons ici le travail d'Étienne Mineur, bien connu dans le design numérique français, les Américains l'ont d'ailleurs repéré, et de ses associés aux éditions volumiques, ils essayent de faire des jouets qui sont à la fois numériques et non numériques. Ici, je reproduis très vite quelques diapositives d'Étienne Mineur avec son aimable autorisation. Voilà, c'est une représentation visuelle très rapide des interactions sociales entre les humains depuis, on le voit ici, la préhistoire. Là, on nous montre un face-à-face entre 2 personnes autour du feu. Là, on nous montre un face-à-face de 2 personnes qui jouent aux échecs. Là, on nous montre, c'est un peu moins un face-à-face, quelqu'un devant son écran, sa télévision peut-être. Ici, des gens qui sont dans l'antophanie du poste de travail, celle de la téléphonie mobile. Et puis maintenant, où ça va? Eh bien, ça va là, nous dit Étienne Mineur. On se remet en face-à-face, et le plateau de jeu, c'est la tablette. Alors voici ce que fait Étienne Mineur, il fait des objets de ce type, il faudra aller voir sur son site. Donc il y a un plateau en papier, et puis il y a une appli. On achète le plateau et l'appli est gratuite. Et puis lorsqu'on place l'appli sur le plateau, eh bien, il y a du contenu qui apparaît. Eh bien voilà, comment vous voulez dire qu'il y a un côté réel, un côté virtuel là-dedans, sauf à parler en termes strictement informatiques, ça ne fonctionne pas. Ça, ce sont des projets expérimentaux d'Étienne Mineur depuis, il en a fait beaucoup plus, certains sont même vendus aux États-Unis. Il a fait des jouets évidemment pour jeunes publics, pour montrer qu'on pouvait faire ici un jeu de cartes avec un plateau, où par un travail subtil de design graphique interactif, on peut mêler les choses. Ça, c'est un jeu qu'ils ont vendu pour Hasbro aux États-Unis. Je passe à un autre exemple très rapide. Au musée, changeons de domaine, passons dans le domaine de la culture. Les musées sont les lieux qui sont les plus en avance en ce moment sur cette question. Deux exemples. Le vase qui parle, un projet français conduit par l'agence Mosquito. Vous savez, on va souvent au musée et puis il y a, par exemple, dans les galeries qui montrent des objets anciens, des vases tout petits, on passe devant sans les voir, etc. Eh bien là, il y a une installation, c'est une toile interactive qui reproduit à très grande échelle, de la taille d'un être humain, même un peu plus, un vase. Et il a été scanné, mappé numériquement, et puis chaque zone est interactive. Et le vase parle, alors je pointe une télécommande sur un personnage qui me dit je suis le vase machin, dessiné par un tel à telle époque, on voit sur mes parois telle scène, etc. Alors ça, c'est de la médiation culturelle numérique assez intéressante, qui là aussi hybride complètement les supports. On parle souvent des Google Glass, on s'en inquiète, on ne sait pas trop ce qu'elles deviendront. Au musée, par exemple ici au Metropolitan Museum de New York, Neil Stimler, chef de projet numérique, travaille sur comment intégrer les lunettes connectées dans des usages intéressants pour le musée, pour la culture. Il se trouve que lui et moi, nous nous sommes rencontrés, nous en avons parlé récemment dans une conférence, vous pourrez vous y reporter. Au bureau, pour travailler en équipe, plein de choses apparaissent. J'ai découvert ça avant-hier grâce à un ami. Une appli, vous posez votre appareil photo devant votre tableau blanc,
il filme par des petits repères habilement placés ce que vous êtes en train d'écrire sur votre paperboard, et ça se reproduit instantanément sur écran, vous le partagez avec votre équipe de travail, etc. Alors je terminerai par une question. À quand la fin du dualisme du livre? On nous parle beaucoup aujourd'hui du livre papier, numérique. On peut penser aux lois récentes en France qui ont été principalement promulguées contre Amazon. Nous sommes dans le dualisme avec le livre. Il y a le livre papier, le livre numérique. Et puis, c'est une belle occasion commerciale de le vendre 2 fois. Moi, j'étais surpris de découvrir que mon livre sur le papier coûte 20 €. Et puis, au format Kindle, par exemple, il coûte 17 €. Et pourquoi je ne pourrais pas acheter mon livre à 20 € et avoir tous les formats? Un livre moniste et pas dualiste. Je crois que là, il y a matière à innovation et que les éditeurs et les libraires pourraient y réfléchir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Stéphane Vial qui nous a permis de nous immerger dans notre époque en tant qu'époque des écrans et donc de nous permettre de commencer à nous regarder en tant que parmi les écrans, parmi les interfaces, faisant appel à une ontologie pas dualiste, comme ontologie de l'être de l'écran. Et donc, je ne prends pas trop de temps, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure pour la discussion, et donc je vous donne la parole. Moreau, si tu veux... Oui. Ok, il y a un ici peut-être. Oui, non, ça c'est un peu difficile à déplacer. Peut-être les micros ont été remis dans la cabine de régie, si tu veux. Oui, je vais... Alors, merci beaucoup Stéphane Vial. Vous m'avez convaincu de presque tout ce que vous nous avez proposé. Sauf d'un point sur lequel je voudrais que je vous demande de développer votre suggestion. C'est la question de la discontinuité perceptive entre une génération et l'autre. Je suis convaincu de ça aussi. Et néanmoins, je suis convaincu du fait que ça se passe chaque fois, à chaque passage d'une génération à l'autre, il y a ce genre de discontinuité. Mais, de l'autre côté, il y a parfois des accélérations et qui comportent des révolutions perceptives. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais eu un peu l'impression que dans votre manière d'interpréter les passages, vous aviez la tendance à dire mais ce qui se passe maintenant, c'est pas différent, c'est pas moins radical de ce qui s'est passé autrefois et de ce qui se passe toujours dans la succession des générations. Alors, l'histoire est bien la succession des générations, évidemment, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on peut parler, à un moment donné, d'une révolution à l'intérieur de l'histoire. Voilà, c'est ça. Oui, merci de votre question. Je la trouve très stimulante parce que... Alors oui, je soutiens que dans la révolution numérique, il y a une répétition. Il n'y a pas que du nouveau, parce qu'avec cette formule de révolution numérique, on peut avoir tendance à croire que tout ce qui se passe est entièrement nouveau. Donc moi, j'ai voulu contextualiser historiquement pour montrer que... Oui, pardon. Alors, en effet, mais c'est lié. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que nous vivons une révolution perceptive. Voilà, ça, c'est ce que je voulais montrer. Ensuite, ça n'empêche pas que chacun de ces grands changements techno-perceptifs est très exactement, oui, ce qu'on appelle une révolution, et que même s'il y a quelque chose qui semble se répéter, à chaque occurrence, il y a de la nouveauté.
Et avec le numérique, quand j'essaie de qualifier ces caractéristiques de l'ontophanie numérique, c'est pour tenter de saisir cette fois-ci ce qui est propre à la perception numérique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc j'essaie de maintenir les deux points de vue. Il y a quelque chose qui n'est pas entièrement nouveau, parce que les êtres humains l'ont déjà vécu avec d'autres techniques, et en même temps, cette technique, parce qu'elle est nouvelle, eh bien, engendre aussi un vécu perceptif nouveau. Et sur les générations, j'ai pas eu le temps peut-être de dire les choses avec assez de nuances, je tiens pas à être caricatural, parce que c'est très subtil, il y a des tendances de génération, mais en fait, ça se renégocie à l'échelle individuelle, parce que quelqu'un qui, par exemple, ne serait pas natif du numérique, mais qui a une appétence pour le numérique, un désir, et qui va réapprendre tout son rapport perceptif au monde parce qu'il en a envie, parce que ça lui plaît, parce que ça l'intéresse, eh bien, il ne va pas subir, entre guillemets, les effets de sa génération ou de l'époque à laquelle il est né, par exemple. Et donc, c'est plus subtil que ça, c'est que, effectivement, ce rapport perceptif peut être... Il y a des tendances collectives qui font que, statistiquement, on a pu croire à un moment donné que les personnes les plus âgées étaient les moins à l'aise avec le numérique. Mais en fait, il y a des personnes âgées qui sont extrêmement à l'aise. Je ne pense pas que les dirigeants... d'Apple, pour ne citer que le défunt Steve Jobs, était mal à l'aise avec le numérique malgré son âge. Donc individuellement aussi ça se renégocie. Donc je pense, j'espère que je vous réponds, qu'il y a à la fois quelque chose qui n'est pas si nouveau, mais il y a bien quelque chose de nouveau, et c'est ça qu'il faut essayer de saisir, sans faire comme si il n'y avait pas eu d'histoire. Voilà. Vivian. No, but the streaming need your micro voice. I need to speak in English. Okay, no problem. Thank you very much for this, and it was really extremely helpful in all sorts of ways. But the one thing that I'd like you to talk a little further about, because it seems in some ways inconsistent with your very much phenomenological approach, unless you're Husserlian, which was your discussion of the, I'm not going to say it right, the ontophony of the numerical ontophony as transcendental, as somehow coming before rather than being co-emergent. That, you know, unless I totally misunderstood you. So your question is about the transcendental aspect? The aspect that I mean, I can understand this milieu, and that we've never been without existentially some form of, whether we would call it numerical, but certainly tools of some sort, some kind of mediating. But what is transcendental here? Okay. Can I answer in French, or do you prefer in English? I can do both. I probably understand it better in English, but okay. I'm okay. able to It's your follow. question, so I will try to answer in your language. What is transcendental is just the idea that when you perceive something, as Kant said, you have some a priori, as it is said in French, I don't know in English actually, but you have some categories that are structuring your perception without knowing it. For example, Kant said about space and time, okay? So I'm just adding something to this, saying that there is not only space and time that are structuring our perception, and space and time, according to Kant, are some kind of structures inside our mind. I'm just telling that out of our mind, there are other structures coming from the technical culture within we live. And this is what, in another sense than in the sense of Kant, this is what is transcendental, in the sense of some transcendental, not coming from the mind of the subject, but coming from the culture and the history. Okay. Thank you. Voilà. Merci. Thank you. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mathias. Bonjour. C'est en bas, c'est juste sous le micro.
voulais en fait revenir sur la question de Mauro pour l'approfondir un petit peu, parce que je voulais savoir si, selon vous, c'est ce que j'ai cru comprendre dans le déroulement de votre exposé, qu'il y avait une forme de synchronie entre les mutations techniques et les mutations perceptives. Mhm. Or, je voulais savoir si elles étaient superposables ou s'il n'y avait pas plutôt des fois des décalages. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des mutations techniques, des changements dans les objets techniques, et par contre des ralentissements, des accélérations ou des restes au niveau de au niveau de la révolution perceptive. Parce que, par exemple, prenons un exemple comme l'écran, mais l'écran garde énormément d'éléments, comme là, vous parliez de la fenêtre, vous parliez qui sont ontologiquement très forts et qui appartiennent à un dispositif perceptif antérieur. Voilà, c'était aussi savoir... Absolument, c'est très juste. C'est pour ça que j'ai parlé à certains moments de renégociation, parce que ce n'est pas un renouvellement complet, en rebondissant effectivement sur la question, tout n'est pas entièrement nouveau. Et ce que vous appelez des restes, c'est effectivement très juste. C'est pas parce qu'il y a des techniques nouvelles que les perceptions acquises, accumulées historiquement et culturellement, ne sont pas conservées. Ça fonctionne, je crois, plutôt par accumulation et superposition, et donc complexification aussi, puisque les perceptions issues des écrans, celles de la télévision demeurent, auxquelles s'ajoutent celles des smartphones, auxquelles s'ajoutent celles, etc. Donc je pense qu'effectivement il y a des restes, et puis il y a des résistances aussi. C'est quand j'ai parlé de traumatisme, etc., c'est qu'il y a aussi des perceptions dont on ne veut pas. C'est comme les gens qui n'aiment pas les photocopieuses et qui les personnifient en disant « Oh là là, mais moi, les ordinateurs, je ne sais pas leur parler, les photocopieuses, je ne sais pas leur parler. » Enfin, il y a aussi parfois une résistance par rapport à comment, c'est lié aussi à l'usage, mais cet usage semble mêlé de ressentis perceptifs également. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est très juste ce que vous dites. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Just behind you. Oui, Just behind you. Merci, monsieur Abruchet. Petite question et remarque. Donc, j'appréciais beaucoup votre exposé à propos de cette élimination de la dualité entre réel, virtuel, etc. Et du fait que la technique la science produit les sujets qui sont. Et exemple de tout ça, il faut remarquer ça, et même la naissance des ordinateurs. Et la théorie a produit des choses concrètes, qui sont plus concrètes que des autres choses aujourd'hui, qui n'étaient pas avant. L'ordinateur n'existait pas avant l'informatique du siècle passé. Et donc ça, c'est un phénomène d'orthophanie, comme vous l'avez dit. Une autre chose, j'ai décidé de souligner, des autres choses qui, d'habitude, ne sont pas considérées dans la culture et qu'il faut remarquer. Par exemple, est née dans les siècles passés même l'idée de vous l'avez dit dans un poème, la possibilité de copier, de faire des choses identiques. Mais ces choses qui n'étaient pas possibles avant l'informatique. Des choses identiques, les copies, ça. C'est l'idée de la répétition qui est à la base de l'informatique. C'est l'idée que toujours fait la même chose l'ordinateur. Et c'était une chose qui était incompréhensible du point de vue philosophique avant, parce que chaque chose change dans les temps. L'ordinateur est basé sur la répétition absolue et du fait que tu peux faire la copie d'une chose qui est là. Tu n'as pas l'idée qu'il a l'original et la copie. Tu ne peux pas vraiment distinguer ça. Donc ça produit quelque chose de philosophiquement important. Je vais dire autre chose encore. Même l'idée de mémoire. La mémoire qu'on a considérée par l'informatique est une mémoire de la conservation telle qu'elle. C'est une chose qui est posée en mémoire et reste là. La mémoire que nous avons est une mémoire de sélection. Nous faisons les choix de ce que mettre. Et jamais nous faisons la mémorisation qui est la copie de nouveau de ce qu'il y a, mais une sélection de ce qu'on a. Et donc, c'est une chose il y a beaucoup d'autres choses. Et enfin,
Et là, l'effet que vous avez dit bien, et l'effet que je vais continuer vos autres lignes de discours, c'est-à-dire qu'on peut même considérer les deux pôles comme réels et virtuels, mais seulement comme idéalité. Et pour bien expliquer ce qu'il arrive, tandis que la réalité est l'interaction des deux pôles. Les pôles considérés comme réels et les pôles virtuels n'existent pas. Existe l'interaction entre ça. Par exemple, syntaxe, je pourrais le logiciel, syntaxe et sémantique ne sont pas distingués. Et la chose réelle est l'interaction entre la syntaxe et la sémantique. Mais il convient bien de séparer pour l'étudier bien l'autre, mais quelque chose d'artificiel. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je vais juste rebondir sur une, très brièvement. Vous avez évoqué le fait que la possibilité de reproduire instantanément les objets numériques, les fichiers, etc., le code, faisait qu'on ne distinguait pas la copie de l'original, ce qui est vrai, la capacité à copier. De cela, on pourrait faire un colloque entier, parce que ça engage toute la question du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Et tout de même, aujourd'hui, après le logiciel libre, il est difficile, je trouve, de continuer à croire aveuglément en une logique du droit d'auteur classique, et en même temps il faut arriver à préserver un certain nombre de prérogatives pour les auteurs, mais le droit d'auteur aujourd'hui, y compris dans le monde de l'édition et du livre et de la publication, je crois que là il y a beaucoup de résistance et qu'elles ne sont pas encore peut-être assez créatives, mais bon voilà, on ne peut pas reprendre tout ce que vous avez soulevé. Je vous remercie de vos points en tout cas. Et donc, merci pour vos questions et merci à Stéphane Vial pour son très intéressante présentation.